Nous sommes à Alexandrie en 55 avant Jésus-Christ. Un homme débarque sur les quais escorté par des légionnaires romains. C'est Ptolémée XII qu'avec un peu de mépris, on a pris l'habitude de surnommer Lolette. Lolette, c'est-à-dire le joueur de flûte. Vous voyez comme on respecte ce pharaon. Il a été chassé du pouvoir par son peuple 3 ans plus tôt. Il a tout vendu, tout promis pour retrouver le pouvoir et surtout, il a acheté l'appui du gouverneur de Syrie, Aulus Gabinius, qui est un proche de Pompée. Seulement, le retour du roi Pharaon sur son trône est un retour sanglant. Et en son absence, la foule a porté au pouvoir sa fille, Bérénice, ce qui veut dire que pour Ptolémée, il n'y a plus de tergiversation possible. La sentence est sans appel. La trahison va se payer par le fer. Et dans l'obscurité d'une alcôve du palais royal, voilà 2 silhouettes qui, pétrifiées, assistent à l'irréparable. Ce sont 2 jeunes filles dont les yeux s'écarquillent de terreur en voyant leur sœur, en voyant cette reine éphémère conduite au bourreau sur ordre de leur propre père. Les 2 jeunes filles, ce sont Cléopâtre, qui a une quinzaine d'années à l'époque, et puis la petite Arsinoé, qui n'a que 10 ans. Quelle leçon politique inaugurale pour des enfants, vous imaginez. Ces petites filles, ces jeunes filles qui vont apprendre dans la violence que chez les Lagides, c'est le nom de la dynastie qui règne depuis Alexandre le Grand sur l'Égypte, chez les Lagides, le pouvoir ne se partage pas, il s'arrache. C'est en quelque sorte un traumatisme fondateur qui va rester gravé dans l'esprit de Cléopâtre, et nous savons quelles conséquences tout ça pourra avoir, mais aussi gravé dans l'esprit d'Arsinoé comme, en quelque sorte, le premier acte d'une tragédie dont elle ne sera hélas que la victime finale. On va faire un petit saut de 4 ans dans le temps. On est en février 51 avant Jésus-Christ. Ptolémée s'éteint à ce moment-là. Et derrière lui, il laisse ce royaume exsangue après un règne calamiteux, vous l'aurez compris. L'Égypte est criblée de dettes envers Rome. Il n'y a rien de pire pour une grande puissance que d'être très endettée. Je dis ça, je ne dis rien. Avec une progéniture prête à s'entre-déchirer. Le tempérament de Ptolémée XII a fait des horreurs. Et son testament désigne Cléopâtre, qui donc a 18 ans, et désigne son frère, le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, qui a 10 ans, comme successeur. Et selon la tradition, ils vont devoir se marier pour régner ensemble. Le petit roi n'est qu'une marionnette aux mains de ses conseillers. Et l'eunuque Potin, le général Achillas, qui ne supporte pas l'autorité de Cléopâtre, dont le caractère est déjà bien trempé, sont en vérité les véritables détenteurs du pouvoir. Fin 49, il fomente un coup d'État. Il chasse Cléopâtre d'Alexandrie, elle doit s'enfuir en Syrie, seulement elle n'est pas seule, puisqu'elle est accompagnée par sa petite sœur, Arsinoé. Elle apprend, Arsinoé, à cette école qui est la terrible école de l'exil, elle apprend que rien n'est jamais acquis décidément sur ce trône des Ptolémées. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors allons voir de l'autre côté de la Méditerranée, si vous voulez bien, Pompée, qui est le grand adversaire de Jules César. Pompée est vaincu par César à la bataille de Pharsale. Il est en fuite maintenant, il espère trouver refuge en Orient, en Égypte, chez Ptolémée, parce qu'il entretient de bonnes relations avec Cléopâtre. Et il avait entretenu d'excellentes relations avec leur père, avec Ptolémée XII, et qu'il l'avait protégé autrefois. Et donc, à peine a-t-il posé le pied sur le sol égyptien que Pompée est assassiné. L'ordre a été donné par le jeune roi, mais c'est l'idée de ses conseillers qui jugeaient la situation de Pompée désespérée et qui ont espéré de cette manière gagner les faveurs de César. Et pourquoi pas demander à César de les aider à se débarrasser de la sœur rebelle, pourquoi pas après tout. César ne va pas faire du tout ce qu'ils attendaient. D'abord, quand il arrive à son tour en Égypte et qu'il se voit offrir la tête de Pompée, il est furieux. En tout cas, il fait semblant d'être furieux. Je ne sais pas si c'est vrai au fond. On dit qu'il aurait pleuré en voyant la tête meurtrie de son vieil ennemi. La vérité, c'est que César, qui décide de s'installer à Alexandrie, non pas en invité, vous l'aurez compris, mais en maître absolu, César, désormais, a les mains libres pour s'occuper de l'Égypte. Je devrais même dire pour occuper l'Égypte. César, dans sa morgue romaine, a convoqué les héritiers de Lolette pour arbitrer leur querelle. Il y a donc là Ptolémée XIII,
cette espèce de petit manipulateur manipulé par ses propres conseillers. Et puis surtout, il y a Cléopâtre. Alors, est-ce que l'histoire du tapis est vraie? Toujours est-il que César va tomber amoureux de la belle Cléopâtre et dans un coin de cette cour devenue prison, observe toujours Arsinoé. Vous allez me dire, elle est là toujours, elle. Mais oui, elle est aux premières loges, Arsinoé, pour voir sa sœur aînée déployer tous ses charmes, faire assaut d'esprit pour donner de son corps afin de séduire César. Ce dernier, qui est tout à son idylle, n'a pas non plus l'intention d'agir de manière insensée. Et pour maintenir la paix, qui est le seul moyen d'assurer l'envoi de blé à Rome, il ne faut pas oublier que l'Égypte à l'époque c'est le grenier à blé de Rome, César décrète le retour au testament de Ptolémée XII. Ce qui veut dire que Cléopâtre et Ptolémée XIII de nouveau vont devoir régner ensemble. Et Arsinoé, me direz-vous, et le plus jeune des frères, Ptolémée XIV, eh bien on leur offre Chypre pour les apaiser, pour contrebalancer le pouvoir égyptien. Personne n'est dupe, hein. Arsinoé n'est pas autorisé à quitter Alexandrie et tout le monde va rester sous la surveillance de César. Mais pendant ce temps, dans la ville, gronde une forme de tension. Et oui, ça c'est la présence des Romains qui veut ça, hein. Et dans le silence de ses appartements, la jeune Arsinoé comprend qu'elle va devoir agir si elle n'a pas l'intention de finir comme une simple figurante dans l'ombre de sa sœur. Les événements qui suivent vont lui offrir une espèce de porte de sortie. Depuis des semaines, Achillas, le général de Ptolémée XIII, rassemble l'armée égyptienne qui maintenant est devant Alexandrie, prête à attaquer les effectifs de César, qui évidemment sont très faibles, puisque César est venu avec seulement quelques troupes. Et contre toute attente, les légionnaires romains vont réussir néanmoins à opposer dans les rues, sur les places d'Alexandrie, vont opposer une défense ferme à cette attaque des troupes de Ptolémée XIII. Dans la confusion, Arsinoé parvient à tromper la vigilance des sentinelles romaines. Elle s'échappe du palais de son geôlier, si je puis dire. Elle est là avec son eunuque qui s'appelle Ganymède, et tous deux vont rejoindre le camp de l'armée égyptienne qui est en train d'assiéger le quartier royal. C'est une déflagration quand elle arrive, hein. Pour le peuple, pour les soldats qui exècrent l'ingérence romaine, elle devient une espèce de symbole. Arsinoé incarne la résistance égyptienne aux Romains et l'armée la proclame reine d'Égypte, la voilà, propulsée au premier plan. Elle montre d'ailleurs une espèce d'autorité à laquelle on ne s'attendait pas. Elle va même faire exécuter Achillas pour assurer son propre pouvoir sur les troupes et durant le siège, elle va acculer César et Cléopâtre qui sont de plus en plus en mauvaise posture. Elle a l'air prête à rayer sa sœur de l'histoire. Seulement, les renforts romains finissent par arriver et puis il y a l'extraordinaire génie tactique de César, hein, bien sûr. Bref, pendant la bataille du Nil, les Égyptiens sont finalement écrasés. Ptolémée va se noyer dans le fleuve. Est-ce qu'on l'a noyé? Bref, quant à Cléopâtre, elle triomphe maintenant. Arsinoé est capturée. Elle est la captive de sa sœur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Été 1946, on peut dire que Rome s'apprête à vivre des jours de liesse comme elle n'en avait jamais connu, hein. César, après avoir annexé la Gaule, vaincu Pompée, soumis l'Égypte, mais soumis le Pont aussi, Veni Vici, vous savez. Bref, il a écrasé maintenant les derniers partisans de Pompée en Afrique, dont le roi Juba de Numidie. César, donc, connaît son triomphe. Il rentre à Rome devant un peuple qui n'en peut plus, un Sénat qui est bien obligé de l'accueillir à bras ouverts. Et dans les bagages du victorieux César, la jeune Arsinoé, qui rejoint la longue liste des souverains vaincus par César et qui attendent dans les prisons romaines le jour du triomphe du vainqueur. Il y en a d'autres, hein. Il y a Vercingétorix aussi, bien sûr. D'ordinaire, les femmes sont épargnées par le traitement qu'on inflige aux vaincus. Vercingétorix a été promené, exhibé dans les rues. Ce n'était pas le cas du tout des femmes seulement. Pour Arsinoé, César décide de faire une exception. Peut-être parce qu'elle lui a tenu tête et qu'il s'est senti menacé quand il était enfermé, encerclé dans Alexandrie. Peut-être aussi pour bien montrer que l'Égypte est désormais sous la coupe de Rome. Et si Cléopâtre avait insisté pour qu'on inflige à sa sœur un châtiment exemplaire, toujours est-il que, le jour venu,
Arsinoé est conduite dans les rues de Rome chargée de chaînes. Alors certes, les chaînes sont dorées, mais enfin ça ne change pas grand-chose, hein. La foule se presse pour voir cette jeune captive. Un spectacle qui ne produit pas l'effet escompté, puisqu'au lieu des huées habituelles, eh bien, ce qui saisit la foule, c'est l'émotion en vérité, oui, de voir cette jeune et belle princesse, cette descendante de Ptolémée Sotère, traîner comme ça dans la poussière comme un vulgaire barbare. Non, là, vraiment, les Romains trouvent que c'est trop. Le peuple murmure, on s'apitoie. Et César, qui a un sens absolument aigu de l'opinion, comprend qu'il ne va pas pouvoir mettre à mort Arsinoé comme l'aurait voulu la tradition. Au lieu de l'étranglement rituel dans la prison du Tullianum, il décide donc d'épargner la sœur de celle qu'il aime et de l'envoyer en exil à Éphèse, en Asie mineure, pour vivre comme suppliante dans le sanctuaire d'Artémis, une fonction sacerdotale qui, théoriquement, devrait l'empêcher de prétendre au trône d'Égypte. C'est une façon de régler le problème de la succession d'Égypte et d'assurer sa maîtresse, Cléopâtre, qu'on ne viendra pas lui disputer son pouvoir et que cette sœur, un peu trop remuante, est définitivement mise au rencard. Cléopâtre, qui est présente à Rome, hein, bien sûr, et qui assiste à la scène du triomphe. Cléopâtre, on doit pouvoir imaginer son agacement d'ailleurs, Cléopâtre aurait aimé qu'on soit plus sévère. Tant qu'Arsinoé respire, elle est une menace pour elle, parce que pour certains Égyptiens, Arsinoé a autant de droits au trône que Cléopâtre elle-même, peut-être même davantage, puisque contrairement à sa sœur, elle n'a pas choisi Rome contre son propre peuple. Au contraire, elle est devenue le symbole de la résistance à Rome. Cléopâtre, en vérité, n'a pas oublié la leçon reçue, adolescente dans l'ombre du palais d'Alexandrie. Le pouvoir ne se partage pas chez les Ptolémées, il s'arrache, et la graine de la méfiance a été plantée. Il va falloir maintenant 4 ans pour qu'elle germe, cette graine-là, et pour qu'elle porte son fruit empoisonné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc les années passent et en 44, César est donc assassiné aux Ides de Mars. Rome replonge dans la guerre civile, vous le savez. Cléopâtre, qui a perdu son protecteur, doit séduire le nouvel homme fort de l'Orient, qui est donc Marc-Antoine. En 43, un complot à Chypre impliquant le gouverneur Sérapion laisse entendre qu'Arsinoé pourrait encore servir de figure de proue à une rébellion égyptienne contre Rome. Cléopâtre reprend Chypre, fait exécuter Sérapion et peu de temps après, le jeune Ptolémée XIV va mourir. Il a 13 ans, il a été empoisonné, hein. En tout cas, c'est ce que disent les mauvaises langues. Bref, Cléopâtre est à peu près tranquille là maintenant, mais il y a toujours Arsinoé. En 41, Cléopâtre a rencontré à Tars, en Turquie, elle a rencontré Marc-Antoine avec cette scène célèbre. Elle est sur sa galère somptueuse et un peu comme César 10 ans plus tôt, elle va faire tomber Marc-Antoine sous son charme. Cléopâtre demande un prix pour son alliance, pour son amour, et ce prix, ce qu'elle demande à Marc-Antoine, c'est la tête de sa sœur. Et Antoine, qui est amoureux, qui est soucieux aussi d'assurer la fidélité de l'Égypte, Marc-Antoine va céder. Au mépris de toutes les lois sacrées qui normalement protègent les sanctuaires, il va envoyer à Éphèse un certain nombre d'hommes de main pour faire assassiner Arsinoé qui meurt dans l'enceinte sacrée. Une fois de plus, le sang d'Élagide a coulé, et cette fois, il a coulé à Éphèse dans cette enceinte sacrée. Près de 2000 ans plus tard, je dis bien 2000 ans plus tard, en 1926, des archéologues autrichiens découvriront à Éphèse un monument funéraire impressionnant qu'ils appellent l'Octogone, en raison de sa forme un peu inhabituelle. Et 3 ans plus tard, ils découvriront un crâne, celui d'une jeune femme morte au 1er siècle avant notre ère. Et de fil en aiguille, on va pouvoir soutenir que ce crâne, c'est celui d'Arsinoé. Hypothèse séduisante, sauf qu'en 2024, des chercheurs de l'Université de Vienne vont soumettre ce crâne à des analyses génétiques et à des examens physiques pour conclure que le squelette n'appartient pas à une femme mais à un garçon. C'était un jeune Romain qui avait entre 11 et 14 ans, qui souffrait de graves troubles du développement. Et voilà, terminé la fiction qui a duré près de 100 ans, hein, de 1926 à 2024. Le lieu où repose Arsinoé, sœur de Cléopâtre, est donc inconnue. Peut-être qu'elle dort encore quelque part sous les ruines d'Éphèse, parcourues par tous ces milliers de touristes.
Peut-être que son corps a été jeté à la mer ou qu'il a été brûlé sans cérémonie, on ne le saura jamais. Reste son histoire, l'histoire de la petite princesse qui, pas très longtemps, aura osé défier César, l'histoire de cette reine éphémère qui a tenu Alexandrie pendant 1 an, de cette captive qui a marché enchaînée mais digne dans les rues de Rome, de cet exilé assassiné dans un temple sacré sur ordre de sa propre sœur, point final d'une tragédie qui avait commencé 20 ans plus tôt. Oui, 20 ans, figurez-vous, c'est pas long quand même. Vous écoutez Radio Classique.